Bien, bonsoir. Nous allons démarrer le séminaire avec le petit effectif que nous sommes. Il fut un temps où les cours du CNAM étaient diffusés à la radio et à la télé par l'ORTF, notamment des cours d'informatique à l'époque où il y en avait fort peu en France. C'est bien la thématique de la radio et de la transmission du son à distance, de la TSF qui nous réunit ce soir avec une experte de ces sujets, puisque la professeure Cécile Méadel, qui travaille à l'université Panthéon-Assas, est une experte très reconnue de la radio. Elle dirige à l'université le centre d'analyse de recherche interdisciplinaire sur les médias. Et ça fait longtemps qu'elle travaille sur les technologies de communication, sur de nombreux aspects, à la fois autour des usages et des usagers. Et la radio a ceci d'intéressant qu'on peut évidemment y rentrer par l'histoire des techniques et les dispositifs de transmission, mais aussi par les modes d'usage qui en ont permis la diffusion. On connaît tous l'intérêt que les militaires et les scientifiques ont trouvé à la radio, mais il se trouve aussi, et ce sera l'un des thèmes développés par Cécile ce soir, que tout de suite, des communautés d'amateurs se sont coalisées pour utiliser la radio, pour écouter des transmissions, pour communiquer entre eux. Et les historiens de la Silicon Valley en particulier connaissent bien l'histoire des radiotélégraphes amateurs et le creuset d'interaction, de creuset communautaire que ça a constitué, et ça explique bien des choses sur le développement de ce territoire. Donc c'est l'avant-dernière séance du dernier cycle du séminaire Aventure des inventions, et on a vraiment grand plaisir, Cécile, à vous accueillir. Alors il n'y a pas de support d'image, en particulier parce que nous n'avons pas le poste à galène que notre collègue aurait souhaité vous présenter dans nos collections. On a beau avoir 80 000 objets aux réserves, nous n'avons pas l'objet. Donc on en fera peut-être l'acquisition, surtout si on nous le donne, mais nous ne pourrons pas diffuser d'objets venant des collections comme on le fait d'habitude pour lancer la conférence. C'est la parole et le verbe qui va structurer la suite de l'intervention. Merci encore, c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction et merci pour l'invitation. Ça me replonge en fait dans mon travail de thèse qui hélas est un peu ancien, mais c'est avec un grand plaisir que je retrouve mon objet de communication fétiche qui est la radio, que je préfère très nettement à la télévision, mais là apparemment ça sera aussi filmé. Et c'est vrai que, alors, je pensais qu'il y aurait l'objet qui illustrait l'invitation. Je ne sais pas si monsieur m'avait dit qu'éventuellement on le projetterait, mais c'est pas le cas. Mais si vous regardez l'invitation, c'est un objet qui ressemble quand même beaucoup à celui que j'avais demandé, qui était un poste à galène. Et il est un peu moins modeste que celui que j'aurais souhaité, mais il est quand même pas mal et il incarne vraiment la place qui a été occupée, comme vous le disiez, la place qui a été occupée par les amateurs dans la transformation, dans la mise au point des innovations qui sont liées à la communication, les TIC, les technologies d'information et de communication. Mais ce rôle des amateurs, il n'est pas propre à la TSF, même s'il a été particulièrement fort dans le cadre de la TSF. On le retrouve dans plein de technologies de la communication qui ont été véritablement structurées et transformées par le rôle qu'ont joué ce que parfois on appelle les first users, les utilisateurs, les amateurs, etc. Et ce poste que vous avez dans l'invitation, je le trouve aussi intéressant parce que d'une certaine manière, il incarne bien l'enchevêtrement des acteurs qui sont impliqués dans les développements technologiques et finalement
il incarne aussi à quel point le slogan de l'exposition universelle de Chicago en 1933 était inexact d'une certaine manière. Vous savez que ce slogan, c'était « La science découvre, l'industrie applique et l'homme suit ». Et la TSF, comme beaucoup d'innovations en matière de communication, vont montrer à quel point ça marche pas comme ça. C'est un processus qui est beaucoup plus tourbillonnaire, comme écrivait Michel Callon. C'est un processus qui est beaucoup plus complexe et qui fait intervenir de manière mêlée, itérative, etc., tout un ensemble d'acteurs. Alors, et donc, je vais revenir sur cette invention de la TSF, puisque le poste qui était proposé pour la conférence, c'est un poste des premiers âges de la télégraphie, ou plutôt du deuxième. En tout cas, c'est pas la préhistoire, c'est juste après, puisqu'il date de 1918, semble-t-il. Alors, bien sûr, quand on écrit une histoire de la TSF, on peut commencer dans les laboratoires. C'est une forme historiographique possible en disant que finalement, eh bien, il y a eu un certain nombre d'inventions, et je mets des guillemets, il y a eu un certain nombre d'inventions scientifiques qui ont permis le développement de ce qu'allait devenir la TSF. Et puis, si on va un pas plus loin, on peut être aussi dans le romantisme de l'inventeur génial. Et là, on retrouverait dans les toutes dernières années du XIXe siècle des personnages comme Hertz, Branly, voire Marconi, qui mettent en évidence, on est en 97, 96, vont mettre en 95, vont mettre en évidence l'existence des ondes qui prendront le nom justement de Hertz, des ondes hertziennes, et donc prennent conscience de la possibilité pour les sons de se transmettre à très longue distance. Et en 98, un Français, parce que c'est vrai que Cocorico, les Français jouent un rôle dans les innovations de communication, dans le phonographe par exemple, ils sont très importants, dans la photographie des premiers âges, ils sont très importants, enfin ils sont très présents plutôt, et dans la radio aussi, on a Eugène Ducretet, qui envoie un message à la Tour Eiffel et quelques temps après, il l'envoie même aux États-Unis. Et on a là un exemple de choses qui vont être sans arrêt valorisées dans ces innovations sur la radio, c'est-à-dire plus c'est loin et mieux c'est-à-dire qu'on va essayer d'envoyer et de capter des sons qui viennent du plus loin possible. Et puis, on pourrait aussi insister, alors là c'est plutôt un Américain, Picard, qui dépose des brevets parce qu'il a mis en évidence le rôle de ce minéral qu'est la galène et qui permet de recomposer, enfin de saisir les ondes porteuses des signaux sonores. Mais en fait, bon, bien sûr, c'est une histoire possible, une histoire un peu héroïque, un peu romancée, mais en fait, la question, elle est vraiment compréhensible si on la relie à la question centrale à laquelle ils essayent de répondre, qui est comment communiquer à distance sans passer par des câbles. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils cherchent à faire, c'est-à-dire à envoyer du son très loin, enfin, ou même pas loin du tout, la Tour Eiffel au Panthéon, mais envoyer du son sans avoir besoin de passer par des câbles. Et qui ça intéresse, cette question-là? C'est évidemment les compagnies télégraphiques, parce que ça coûte affreusement cher. Les câbles transatlantiques, c'est extrêmement coûteux, mais même pour équiper le territoire, ça coûte très très cher. Et donc les compagnies télégraphiques souhaitent trouver un moyen pour s'éviter ces lourds investissements. Il y a plein d'échos dans cette histoire de la TSF avec les développements d'Internet aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, on a la même question qui est comment éviter
de passer par des câbles sous-marins pour les données. Et encore aujourd'hui, bien qu'on ait des solutions comme le satellite, eh bien, l'énorme majorité de nos données, des échanges Internet, passe par les câbles sous-marins ou pas sous-marins. Donc, c'est une question d'ordre qui, à ce moment-là, se pose de façon, mais qui va continuer à habiter les acteurs de la communication jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ces compagnies télégraphiques, quand elles commencent à voir les travaux de recherche de Hertz, du Cretté, etc., commencent à se dire que là, et puis Marconi surtout, commence à se dire que là, il y a vraiment une piste pour financer, enfin une piste, et puis donc sont prêts à fournir des financements. Et Marconi est un exemple très emblématique, parce qu'il va travailler pour les Anglais, pour le Post Office, qui est riche, qui est prêt vraiment à investir dans des transmissions qui seraient moins coûteuses, en pensant, il va essayer de voir, et ça me fait penser à ce que vous disiez en introduction, à la fois du côté des militaires, du côté des puissances, de la puissance publique, du côté des industriels, etc. Et très rapidement, la technologie, effectivement, va progresser. Dès 1905, non seulement on est capable d'envoyer et de capter des sons, donc du morse en gros, mais aussi de la voix humaine, et donc de la voix, de la musique, etc. Et donc, c'est très bien, mais les compagnies télégraphiques sont pas très contentes parce que c'est pas du point à point, ce qui veut dire que tout le monde est capable de saisir les messages qui sont diffusés par la radio. Et Marconi, des années après, dira moi j'ai considéré que la TSF était un échec, qu'on avait dépensé tout cet argent pour rien, parce que évidemment je voyais pas ce qu'on pouvait tirer de une technologie qui part d'un point et qui parle à la masse, alors qu'on cherchait, c'est vu, la TSF est vue, si vous voulez, comme une espèce de téléphone à l'échelle mondiale, et évidemment, c'est pas ça qui est souhaité. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que quasiment en même temps, vous voyez, 1905, c'est première captation de la voix humaine, et dès ce moment-là, mais vraiment au même moment, c'est même pas, on n'attend pas des années, dans l'année qui suit, eh bien, il y a des amateurs qui vont se saisir de cette technologie et qui vont vraiment se prendre de passion pour cette capacité à envoyer des messages à travers les ondes. Alors, au début, évidemment, ils font des expériences en morse, et puis très vite, ils vont aussi le faire en sonore, en verbal, etc. Et j'avais demandé un poste à galène parce que la galène, elle a une triple caractéristique intéressante. D'abord, elle est simple. Les postes à galène, ça permet vraiment de faire des postes très très rudimentaires qui captent les ondes électromagnétiques. Vous savez, il y a encore aujourd'hui, j'ai vérifié, il y a encore aujourd'hui des jeux qui sont vendus pour les enfants, des jouets qui sont vendus pour les enfants, qui leur proposent de construire un poste à galène, et un poste à galène qui va permettre d'écouter les radios. Donc c'est quelque chose qui techniquement n'est pas compliqué. Et puis, alors ils peuvent même, et c'est pas très compliqué, faire un poste à lampe et même faire un poste qui leur permettra d'émettre. Donc, c'est très simple de faire un poste qui reçoit, mais c'est aussi pas très compliqué de faire un poste qui émet. Et j'ai regardé, d'ailleurs, ça continue à intéresser les gens. Par exemple, non, j'avance parce que, ouais. Et donc ça, c'est la première caractéristique, c'est simple. La deuxième caractéristique, c'est peu coûteux. Et les amateurs sont vraiment les rois du recyclage. Ils vont récupérer des tas de choses
et finalement une bobine, une antenne, etc., qui est nécessaire pour fabriquer un poste, ça coûte pas cher. Et je me rappelle avoir fait une conférence au début de ma thèse, il y a très longtemps, à Lille, et là, il y avait des gens qui étaient venus me raconter comment ils récupéraient les boîtes de cigares de leur grand-père en bois pour fabriquer leur poste à galène, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose de... Alors, le seul élément qui était compliqué, c'était le casque, puisque le son n'est pas amplifié par le poste à galène, il faut un amplificateur qui est le casque. Et là, on dit, alors j'en ai pas la preuve, mais on dit que du coup, dans les cabines téléphoniques, il le prenait, il prenait les écouteurs pour pouvoir avoir l'équivalent d'un casque. Donc ça, c'est la deuxième qualité. Et la troisième qualité, c'est que ça ne nécessite pas d'électricité. C'est-à-dire que le poste à galène n'a pas besoin d'une source d'énergie externe pour fonctionner parce qu'il va utiliser directement l'énergie des ondes qui sont captées par l'antenne. Or, je vous rappelle qu'avant la guerre, on est avant la Première Guerre mondiale, la France est un pays faiblement électrifié. Donc il y a des tas de régions où il n'y a pas d'électricité, et même quand il y a de l'électricité, moi ma thèse elle était plutôt sur la période d'après la Première Guerre mondiale. Or, même à cette période-là, quand les foyers sont électrifiés, les plus âgés d'entre nous se le rappellent, en fait c'est pas des prises partout comme on a aujourd'hui, c'est très souvent une ampoule au milieu de la pièce et ça permet pas de brancher l'appareil radio, on n'est pas du tout. Donc alors évidemment, l'absence de besoin d'électricité est précieux aussi pour fabriquer ces postes. Alors évidemment, ça fait des postes qui sont très très sommaires, qui sont pas très sélectifs pour différencier les émissions, mais elles sont encore pas très nombreuses. Mais ça permet vraiment l'écoute des sons qui sont diffusés sur les ondes hertziennes. Et donc on voit dès ces années-là, c'est pour ça que la radio, elle date pas d'après la Première Guerre mondiale, elle date vraiment d'avant, on voit des amateurs se saisir de cette technologie. On est à une période où la passion technique, la passion pour la science est quand même très diffusée, y compris d'ailleurs, pas simplement dans les milieux les plus éduqués. Il y a une vraie passion pour le développement technologique, et donc on voit vraiment des clubs de TSF qui vont fleurir. Alors, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en Europe, en particulier dans l'Europe du Nord. Et on voit dans les pays occidentaux se développer ces clubs de TSF qui existent, il en existe encore toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et alors on n'a pas fait, il y a une très belle enquête qui a été faite par Suzanne Douglas sur les clubs aux États-Unis. Donc on sait par exemple que dès 1912, donc en 5-6 ans, rien que dans la ville de New York, il y a 122 radio clubs, et on n'a pas fait l'équivalent de la recherche, personne n'a fait l'équivalent de cette recherche pour la France, mais en France, on a plein d'éléments qui montrent qu'il se développe également. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces gens qui se réunissent dans les radioclubs ? En fait, souvent, ils se réunissent par les airs, c'est-à-dire qu'ils vont se donner rendez-vous à un moment particulier, et là, ils vont chercher à émettre ou à recevoir sur une onde convenue, et puis ils vont beaucoup échanger des conseils de matériel, des coups de main, etc. Ils vont se livrer à des expérimentations, et là aussi, évidemment, quand on arrive à capter Berlin, c'est mieux que Strasbourg, et Pékin, c'est l'apothéose. Donc il y a vraiment cette idée de prouesse technologique. C'est assez surprenant parce que vous savez, vous avez entendu parler certainement des radios amateurs, et régulièrement je regarde, ça continue à exister. Il y a encore aujourd'hui des clubs de radio amateurs et qui sont assez nombreux.
Mais donc, à l'époque, on a une énorme activité de publication, de brochures, de vulgarisation scientifique, etc., qui va nourrir cette population. Alors, bien sûr, c'est quand même plutôt des garçons, enfin, plutôt, oui, des garçons. Il y a peu de femmes, et là, on retrouve encore une continuité avec Internet. Il y a peu de femmes, c'est plutôt des garçons relativement jeunes, relativement éduqués, et nous dit Suzanne Douglas, aux États-Unis, blancs. Mais en fait, ils se contentent pas. C'est pas juste des techniciens, c'est pas juste des bricoleurs. Ce sont aussi des gens qui vont, d'une certaine manière, contribuer à forger ce qui va devenir les usages de la TSF. Et par exemple, on le retrouve dans les travaux de Suzanne Douglas, mais d'autres aussi, on voit que, d'une certaine manière, ça va contribuer à ce qu'on pourrait appeler un phénomène de domestication des loisirs. C'est-à-dire que les loisirs qui se pratiquaient à l'extérieur sont rapatriés à l'intérieur de la maison. Par exemple, les concerts, le fait d'écouter de la musique. Alors bon, il y avait des phonographes, mais enfin, c'était quand même moins répandu que ne le sera très vite la TSF. Et donc, le fait de rapatrier la musique à la maison ou le théâtre. Et d'une certaine manière, ça va accentuer la coupure entre l'espace public et l'espace privé. Parce que c'est pas parce qu'on rapatrie le public dans le privé qu'on brouille la frontière. C'est exactement le contraire. C'est justement parce que on privatise en quelque sorte les loisirs qu'on va accentuer, on va renforcer la coupure et la spécialisation des espaces avec un espace privé qui va se distinguer de plus en plus de l'espace public en passant par une technologie, un dispositif, etc. Et donc, cette TSF, ces amateurs, ils vont, je sais plus ils sont technophiles, mais ils sont au-delà de technophiles, ils sont porteurs d'une certaine conception de ce à quoi peut servir la technologie. Alors, parallèlement, évidemment, la TSF poursuit aussi sa voie industrielle et en particulier, elle va venir équiper, le télégraphe l'a abandonné, mais pas l'industrie maritime, et vous savez que les navires vont être équipés très rapidement, là aussi, en TSF. C'est d'ailleurs, ça a été une chance limitée pour le Titanic. Le Titanic était le paquebot le plus moderne que l'on sait, était équipé en radio. Alors il y a un peu des controverses sur pourquoi la radio n'a pas permis de sauver tous les passagers, mais le radio était effectivement, il y avait un radio, il y avait même un adjoint, qui avait même reçu d'ailleurs des messages le prévenant, mais malheureusement c'était pas sur la bonne zone, qu'il y avait des icebergs, et il a effectivement essayé de prévenir pour appeler au secours. Alors il y en a qui disent que les bateaux les plus proches, comme il n'y avait qu'un radio par bateau, ils dormaient parce que c'était la nuit. Bon, il y a d'autres explications, je passe là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça a quand même permis de sauver 700 personnes parce qu'il y a quand même un paquebot qui est arrivé, alors que s'il n'y avait pas eu le signal à la radio, il n'y en aurait aucun. Mais on voit que c'est aussi une des façons, l'industrie de la TSF trouve quelques débouchés. Alors, je reviens, j'ai un peu
je reviens à mes amateurs, parce que, le maritime y contribue aussi, mais ce qui va être frappant aussi, en dehors du fait qu'il commence à réfléchir aux utilisations de la TSF et à ce qu'elle doit diffuser, mais ce qui est frappant aussi, c'est que ils vont être porteurs d'un ensemble de discours sur la vertu de ces transmissions à distance. Et Suzanne Douglas dit, ils apparaissent comme les artisans du futur rêvé. Alors je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ils diffusent un discours très utopiste sur les vertus de la communication. Là aussi, on va le retrouver sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée que la communication, c'est un moyen de lutter contre les maux de la société. Et par exemple, le maréchal Lyautey, à propos du Radio Club du Maroc, écrivait « Je suis tout le premier persuadé que la vie du bled, parfois si austère, sera rendue beaucoup plus supportable le jour où il sera possible de recevoir, sans trop de frais, les communications intéressantes, les auditions littéraires ou musicales, etc. » Et on a plein de textes comme ça qui expliquent comment la TSF va amener dans la campagne à la pauvre femme retirée dans son foyer, enfermée dans son foyer, le secours et la richesse de la culture qui va enfin lui être accessible. Et puis, il y a aussi tout un discours qui se développe, enfin un discours utopiste qui rêve du fait que se parler, eh bien, ça va permettre la paix et que le fait d'entrer en contact avec des inconnus, ça va développer un esprit de camaraderie fort, d'entraide, etc. Et on espère que ça fera naître un monde pacifié, puisque tout le monde peut se parler, tout le monde pourra s'entendre. Évidemment, tout ça, ça s'appuie sur une conception aussi très idéalisée de la communication scientifique qui connaît pas de frontières et donc voilà, qui va empêcher la guerre. Évidemment, on est à l'aube de la Grande Guerre et par une espèce de paradoxe un peu sinistre, eh bien, l'instrument qui devait réconcilier les peuples va être très largement mis au service de la guerre et tous les belligérants, tant à la fois sur terre, sur mer et même dans les avions, dans les premiers avions, vont se saisir de la TSF et en équiper leurs troupes. Mais j'ai encore un quart d'heure, c'est ça? Ah, bon, ça va. Mais le conflit mondial, alors, il va jouer un rôle d'accélérateur dans la technologie, dans la diffusion de la technique sans filiste. Et il va le faire d'un quadruple point de vue, c'est-à-dire qu'il va être un accélérateur technique, scientifique, pour les équipements et pour les compétences. En fait, l'évolution technique, c'est que on va voir se mettre au point, dans l'urgence, des tas de formats d'appareils. Par exemple, le poste à 6 lampes de Lucien Lévy, qui donnera la radio LL après la guerre. Et donc, il va produire des postes à 6 lampes pour la Tour Eiffel, de manière... enfin, il va produire il va mettre au point, pardon, le poste à 6 lampes. On voit que les forces belligérantes, la marine, par exemple la marine américaine, va jouer un rôle aussi dans la mise au point, donc l'adaptation technologique des postes de TSF pour le conflit. On voit aussi, et ça c'est pas du tout propre à la TSF, dans un colloque sur la Première Guerre mondiale, ça avait été très largement montré, on voit à quel point la guerre sert, hélas, d'accélérateur aux travaux scientifiques. Et le bureau scientifique, par exemple en France, le bureau des inventions, qui a eu plein de noms différents, mais peu importe,
Il a soutenu pendant la guerre les laboratoires scientifiques et il a produit des milliers de programmes de recherche et puis des inventions. Je crois qu'il y a 45 000 inventions qui ont été examinées par les différents comités. Et tout au long de la guerre, eh bien, ces inventions, elles vont aussi porter sur la TSF. Alors ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est que du coup, il faut aussi équiper le territoire en émetteurs et on va construire un certain nombre d'émetteurs. Alors en France, ça sera longtemps un peu enfin, ça sera trop... Ça sera un peu un semier, enfin pas suffisamment abouti, mais on va construire par exemple des stations comme Lyon-Ladois. Donc ça, c'est le troisième point. J'en ai 5 en fait. Et, enfin, le quatrième, c'est que les productions industrielles vont un peu se développer dans certains pays d'Europe, en particulier en Angleterre, mais même en France, on a une société comme la Société française de radioélectricité qui donnera SFR, qui va gagner en importance et croître. Et puis qui va produire en masse, pas forcément des récepteurs en entier, mais par exemple des lampes. Et ces lampes, après la Première Guerre mondiale, il faudra leur trouver des débouchés. Donc on a une production industrielle qui va se mettre en place et qui attendra de trouver des débouchés en 1918. Et puis surtout, et c'est l'aspect qui m'intéresse le plus, c'est aussi la formation des compétences. C'est-à-dire que comme tous les corps de l'armée vont être équipés en TSF, on va avoir des centaines de milliers de soldats qui vont être formés aux technologies de la sans fil. Et par exemple, simplement en France, rien que pour l'armée de l'air, et vous savez que c'est quand même le démarrage de l'aviation de guerre, rien que pour l'aviation, il y a plus de 18 000 postes qui ont été fournis. Or, pour chaque poste, il y avait plusieurs personnes qui étaient formées. Donc, on a vraiment une population très, très nombreuse qui va être initiée au mystère de la télégraphie sans fil. Et ça va donner, ça va permettre, après la guerre, de nourrir la passion sans filiste qui va encore plus se déployer. Alors, si le poste qui sert d'illustration à l'invitation, en fait, c'est probablement, c'est un poste qui probablement été utilisé justement pendant la Première Guerre mondiale et d'après ce qu'on m'a dit, c'est un poste à galène qui aurait servi à recevoir les ordres de l'état-major, voire à essayer de suivre les communications de l'ennemi. Alors, vous avez compris, puisque c'est ce que je dis depuis le début, les amateurs sont vraiment au centre, jouent un rôle très important dans la diffusion de la radio, mais en même temps, la radio, elle concerne aussi au premier chef l'État, puisque, comme vous le savez, même si la TSF apparaît en dehors d'un objet de guerre comme un hobby privé, eh bien, juridiquement, la TSF relève de l'État, puisqu'il y a depuis 1837 une loi qui impose le monopole des télécommunications, des communications, et ces télécommunications, elles doivent être strictement contrôlées par la puissance publique. Or, la loi, elle a été mise au point pour le télégraphe de Chappe en 1837, et justement pour ne pas que des industriels, des intérêts privés
puissent avoir la main sur des communications dont on craignait l'impact négatif. La loi de 1837, c'est surtout les intérêts économiques qui venaient se mêler de brouiller les cours boursiers que l'on craignait, mais il y a aussi l'inquiétude que les communications tombent entre de mauvaises mains. Alors, alors, il y avait des dérogations, hein, il y en a eu pour le téléphone, il y en a eu pour d'autres choses, mais bon, en principe, le monopole des télécommunications s'applique à la TSF. Alors, de temps en temps, on voit le ministère des PTT, qui avait théoriquement la tutelle, rappeler il faut faire la chasse aux transmissions illicites. Il y a un procès en 1902 qui rappelle que bon, c'est interdit de diffuser des choses sur les ondes hertziennes sans avoir d'autorisation, etc. Mais de facto, le monopole n'est pas vraiment appliqué. En fait, donc, les stations, le fait que les gens émettent sur les ondes hertziennes est toléré, sinon autorisé, et rien ne semble avoir été vraiment fait pour faire respecter l'obligation du monopole. Et donc, on voit que la puissance publique est relativement indifférente, alors qu'ils sont probablement des milliers, alors évidemment on n'a pas de preuves puisque personne ne leur faisait la chasse, mais ils sont probablement des milliers à utiliser les ondes pour émettre, parce que comme je vous l'ai dit, fabriquer un poste d'émission, bon, c'est plus compliqué qu'un récepteur à galène, mais enfin c'est quand même à la portée d'un technicien pas trop aguerri. Et donc, le caractère dérogatoire au monopole ne va pas gêner grand monde jusqu'en 1928. Donc, pendant, disons, depuis la fin de la première, depuis 1906 jusqu'à 1928, eh bien, ça va être un régime de laisser-faire. Et puis, en 28, là, il y a quand même une loi parce que ça commence à se brouiller et finalement, plus personne n'entend rien parce que les communications se brouillent les unes les autres. Et donc, en 1928, le gouvernement va prendre une loi qui va décréter quelles sont la trentaine de radios qui sont autorisées, avec 15 qui sont considérées comme des radios publiques et 15 à peu près qui sont des radios privées. En fait, il n'y en a que 28, mais c'est pas grave. Donc on a une trentaine de stations qui ont le droit d'émettre. Mais les émissions illicites vont d'ailleurs continuer pendant très longtemps. Il y aura un peu plus de poursuites contre ces émissions, mais on sait qu'il y avait des amateurs qui continuaient à émettre pendant plus longtemps. Alors, après la Première Guerre mondiale, il y a quand même des formes de stabilisation qui vont intervenir avec la constitution de ce que rétrospectivement on va considérer comme des stations de radio. Et la loi de 28 parle bien de stations de radio, c'est-à-dire qu'elle va décider qu'un Mont-de-Marsan, c'est une station, et à Lens, eh bien, c'en est pas. S'il y a des émetteurs, un émetteur, ben, c'est pas une station de radio. Donc, il va y avoir à la fois stabilisation en fait, il y a des groupes, des radio-clubs qui vont prendre de l'importance, qui vont créer un studio d'émission, qui vont rassembler autour d'eux un nombre d'amateurs significatifs, qui vont essayer d'introduire une certaine régularité dans leurs émissions, pas simplement quand ils sont libres, et donc qui progressivement vont concevoir ce qui va devenir un programme de radio. Mais en fait, je vous ai dit qu'il y avait des publics et des privés, mais la différence entre les deux, elle est très faible. C'est-à-dire que les stations publiques comme les stations privées sont, dans ces années-là, dans les années 20, elles sont organisées par des groupes d'amateurs, et tantôt, par exemple, à Lille, c'est un postier qui est à la tête de la radio,
parce que c'est un amateur de TSF, et du coup, la radio va tomber dans le giron du service public, et puis à Bordeaux, ça sera une station privée. Mais d'une certaine manière, l'État ne s'en mêle pas trop. C'est-à-dire que l'État s'occupe des tuyaux et il intervient très rarement, principalement pour les problèmes de transmission. Et donc on a la radio telle qu'elle est construite pendant l'entre-deux-guerres, c'est vraiment des groupes qui au début sont des amateurs complets, des groupes d'amateurs, puisqu'il n'y a pas de professionnels, ça n'existe pas, des groupes d'amateurs qui vont inventer la radio, qui vont, alors d'abord ils tapent dans les ressources autour d'eux, ils vont faire intervenir le conservatoire du coin, un copain un ami qui fait des conférences, etc. Donc ils vont bricoler avec les ressources qu'ils ont autour d'eux pour construire des programmes. Et donc en gros, et c'est comme ça que progressivement vont se constituer les stations qui vont aller jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisque le monopole ne sera à nouveau affirmé qu'en 1945. Et pour vous dire à quel point ces associations sont importantes, je vais juste citer deux éléments. Le premier, c'est en 1935, par exemple, à Lille, il y a une association des auditeurs de Radio Lille. Évidemment, tout le monde peut être auditeur de Radio Lille sans avoir besoin de payer sa cotisation. Il suffit d'avoir un poste et de se brancher dessus. Eh bien, il y a près de 50 000 personnes qui payent leur cotisation à la radio parce qu'ils ont vraiment le sentiment et justifié que ça les autorise à se mêler de ce qui se passe, de la façon dont ça se construit, etc. Et donc, on sent bien qu'il y a une communauté qui existe autour des gens de la radio et que c'est pas quelque chose qui leur est étranger. Le deuxième élément que je voudrais citer, c'est l'État va organiser en 1935 des élections radiophonique. C'est-à-dire qu'il va décider que dans les radios publiques, c'est très bien tous ces amateurs, mais il faut qu'ils soient élus. Donc il y a un processus d'élection qui se met en place, et évidemment c'est les gens en place en gros qui vont se présenter, mais pour bien montrer qu'ils ne représentent pas qu'eux-mêmes, mais ils sont vraiment là dans une espèce de démocratie technique qui aura pas beaucoup je crois que ça doit être un des exemples uniques où d'une certaine manière on va faire voter les amateurs de radio sur qu'est-ce qu'ils souhaitent comme forme de radio. Alors il y aura une deuxième élection en 1937, mais là ça sera pendant le Front populaire et il y aura une opposition qui sera un peu plus politique entre la gauche et la droite, mais il y a quand même cette idée que c'est le peuple qui va dire, enfin non, c'est les auditeurs, pas le peuple, c'est les auditeurs qui vont choisir ce que doit devenir leur radio, et même les femmes peuvent voter. Alors qu'à l'époque, elles n'ont évidemment, comme vous le savez, pas le droit de vote. Eh bien, elles votent aux élections radiophoniques. C'est vous dire leur modernité. Mais j'ai parlé des programmes, mais ce qui est important, ce sur quoi je voudrais insister, c'est vraiment la continuité entre les aspects techniques et les aspects programmatiques. C'est-à-dire que la radio de l'époque et pas du tout considérée comme, c'est devenu le cas aujourd'hui, comme une espèce de boîte noire à laquelle on demande de se faire oublier. Les caractéristiques techniques, l'objet, le récepteur, etc., sont vraiment au cœur du sujet. Et la passion technophile, la passion pour les sciences des ondes, eh bien, elle se retrouve y compris chez les industriels. C'est-à-dire que les industriels français, c'est une caractéristique qu'on retrouve dans plusieurs pays, mais qui est marquée en France. Les industriels français, ils vont privilégier justement une approche qui
va favoriser cette passion technophile, par exemple, pour le lointain. Vous savez que, en gros, il y a deux performances techniques qui rentrent un peu en opposition. Soit on accentue la sélectivité, soit, c'est-à-dire la capacité à distinguer des émissions différentes, soit on insiste sur la sensibilité, c'est-à-dire la capacité à écouter plus de choses venues de plus loin. Et finalement, la sélectivité, elle croît en raison inverse de la fidélité. Or, les acheteurs français, comme les industriels, vont choisir la sélectivité au détriment de la fidélité. C'est-à-dire qu'ils vont préférer pouvoir entendre plus loin plutôt que d'entendre quelque chose, d'entendre de meilleure qualité, mais plus près d'eux, et les fabricants français vont complètement les suivre. Et en fait, cette idée que la qualité sonore est importante, en fait, en radio, elle n'a jamais été tellement vraie. Vous savez, il y a eu beaucoup de travaux de recherche sur le DAB, la radio numérique, etc., qui a toujours fait comme si c'était très important d'avoir une bonne qualité sonore. Or, toute l'histoire de la radio, y compris les radios locales privées, y compris la qualité de la modulation de fréquence à Paris, qui est par exemple dramatique dans l'est de Paris, montre que c'est pas du tout la qualité du son qui est recherchée par les auditeurs. En fait, et je reviens à l'avant-guerre, mais l'intérêt pour la technologie et pour la prouesse va demeurer très, très sensible. Et alors évidemment, il y a, je sais pas, un journaliste comme Masson qui faisait de l'humour en disant tous les amateurs savent que l'intérêt d'une émission est inversement proportionnel à la somme des difficultés qu'il a fallu vaincre pour la capter. C'est-à-dire plus vous avez eu de mal, et meilleure sera l'émission. Et en fait, eh bien, il y a cette idée des amateurs que pour faire un bon sans-filiste, il faut comprendre ce qui se passe dans la boîte noire, pas forcément l'avoir construite, mais il faut comprendre, il faut s'initier au mystère de la science des ondes. Et on le voit à travers la très ample production de brochures, journaux, etc. J'en ai vu encore un édité en 1940, de brochures qui expliquent comment on construit un poste de radio, comment on l'améliore, etc. Mais aussi, on voit le nombre de postes qui sont construits à la maison. À partir de 1935, il va y avoir la redevance qui va être imposée. Donc les gens qui achètent des postes tout faits, ils doivent payer une redevance. Alors, il y en a beaucoup il y a beaucoup de gens qui fabriquent eux-mêmes leur poste de radio, et ils payent ou ils payent pas, ils fraudent le fisc ou pas, mais cette redevance. Mais en fait, la redevance, elle a un avantage pour l'historien, c'est qu'elle lui montre on a des statistiques sur les régions dans lesquelles les gens payaient, sur le paiement de la redevance dans les différents départements. Et du coup, je m'étais amusée à comparer un peu, en prenant un annuaire téléphonique, la répartition des marchands d'éléments de radioélectricité avec le paiement de la redevance. Et on se rend compte, je l'avais fait dans quelques départements, pas dans toute la France, et on se rend compte qu'il y a des départements, par exemple dans le Pas-de-Calais, autour du bassin minier, évidemment les gens ne peuvent pas avoir de poste à lampe. Un poste à lampe, ça coûte trop cher, ça représente dans des budgets ouvriers qui sont très serrés, c'est pas possible de s'acheter un poste à lampe, et pourtant on a une densité de commerce d'éléments de TSF qui est quand même pas négligeable. Donc on comprend bien qu'il y avait, et c'est confirmé par plein d'autres sources, mais on comprend bien que cette passion pour la technique, pour la construction de son appareil, etc., elle perdure, et elle permet probablement à cette technologie de se diffuser dans toutes les classes sociales.
Et du coup, la radio, c'est pas, comme je vous le disais, c'est en elle-même, elle est le clou du spectacle. C'est-à-dire que c'est pas seulement ce qu'elle émet, mais aussi la radio elle-même qui va jouer les curiosités. Et on va avoir comme ça des spectacles où on fait venir, comme là, sauf qu'au lieu d'être moi, c'est un poste de radio et les gens viennent écouter la radio dans un théâtre ou dans une salle de spectacle et ils écoutent un concert, etc. Et il y a des personnages très fascinants dans ces débuts d'histoire de la radio. Il y en a un qui s'appelle Maurice Vinault qui a fait plein de choses différentes, mais en particulier, alors il a été un des inventeurs du journal Parler en France, enfin, il a fait plein de choses, mais il a aussi organisé des spectacles où il fait une boîte en verre qui est hermétique, enfin une grande boîte. Dedans, il met des musiciens, toujours dans une salle comme ça, et les musiciens jouent et évidemment les spectateurs n'entendent rien. Et là, ils branchent un poste de radio et ils entendent. Et donc, le spectacle, c'est d'entendre par la radio le son que ce qui a un côté un peu inattendu, mais ils peuvent entendre comme il y avait 5000 spectateurs, donc vous voyez que c'est pas, voilà, ça les intéresse, les gens. Ils viennent voir ce truc de musiciens enfermés dans une boîte pour écouter à travers des ondes qui sont forcément de moins bonne qualité. Il a fait aussi les premiers journaux parlés qu'il fait, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire qu'il met des journalistes de la presse écrite sur une scène. Alors là, il les enferme pas dans une boîte, mais il les met sur une scène pour les faire parler pour la radio. Et puis, en fait, la fiction aussi, elle va se saisir de la radio pour en faire dans une espèce de sorte de mise en abîme où c'est l'objet qui devient le support du récit. Et je voudrais vous parler d'une pièce qui est que j'aime bien, qui s'appelle Maremoto. C'est aussi un personnage assez extraordinaire, un type qui est Gabriel Germinet, qui est ingénieur. Il a fait aussi dans une agence de détective. Il a fait dans le froid, les frigos. Et puis il s'est fait embaucher. Enfin, et puis il a créé une radio privée qui s'appelle Radio-Là, etc., etc. Et il répond à un concours d'un journal littéraire et qui demande à ce qu'on écrive pour les ondes. Mais c'est 1925, c'est juste après, enfin c'est le début de la radiodiffusion, et est lancé un concours d'écriture pour du théâtre radiophonique. Et il va produire Maremoto, qui est un drame puisqu'on assiste à un dialogue entre un radiotélégraphiste et un marin. Voilà, le Titanic est encore dans toutes les têtes, et ils appellent désespérément au secours par TSF parce que leur bateau est en train de couler et on entend le vent, les bruits de chute, les craquements de la coque, etc., etc. Alors, évidemment, il met des indices d'irréalité, c'est-à-dire qu'en fait les communications pour les navires se faisaient en morse, et là c'était du verbal. Et puis alors il dit il y avait des indices d'irréalité puisque si vous regardiez les coordonnées, ça mettait le bateau en plein milieu du Sahara. Et puis il y avait des termes étrangers à la marine qui étaient employés. On disait chaloupe au lieu de canot, écoutille au lieu de panneau. Évidemment, tout le monde avait remarqué. Sauf que ce qui est amusant, c'est que ils font une répétition, parce qu'en 1925, il n'y a pas beaucoup d'auditeurs, donc ils se disent on va répéter. Et évidemment, c'est capté, et évidemment, il y a des gens qui réagissent, parce qu'ils ne savent pas que panneau, ça ne se dit pas, ou écoutille, je ne sais plus. Et donc, du coup, la pièce ne va pas être diffusée, il y aura que, enfin, à ce moment-là, elle va être diffusée bien après, mais voilà. Et donc... ça provoque une certaine émotion. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, pour lui,
c'est vraiment la radio qui est le clou du spectacle, et il voulait que la pièce soit représentée dans un théâtre où il y aurait d'abord eu une espèce n'importe quoi, un vaudeville quelconque sur la scène, et puis tout d'un coup, le directeur du théâtre sera arrivé avec une pièce, avec un récepteur en disant « Regardez ce qui se passe !» et il aurait fait entendre aux spectateurs qui auraient assisté au naufrage en direct, et il n'aurait été averti de la supercherie qu'à la fin de la pièce. Donc il y avait à la fois la radio qui était au centre du spectacle, puisque c'est autour d'elle que c'est construit, et en même temps une chambre d'amplification d'un drame. Et ça marchait parfaitement bien avec les postes à galène, parce que les postes à galène, c'était quand même de qualité plus incertaine, donc ça rajoutait des bruits au bruit, ça aurait été parfait. Alors, je vais conclure ce parcours un peu, voilà, dans mes souvenirs et dans le poste à galène pour vous dire que d'abord, ce qui me paraît intéressant, c'est de constater, malgré le caractère exotique que peut revêtir cette histoire, c'est la continuité de certains débats, et de voir aussi à quel point le programme d'action, si on peut dire, des technologies n'est jamais inscrit dans leur design originel. C'est particulièrement vrai des technologies d'information et de communication, mais on pourrait tenir un discours semblable pour les technologies du web et d'Internet aujourd'hui aussi. Facebook aussi a été fabriqué par ses usagers et ne serait pas le même sans leur intervention. Et donc, cette intervention des auditeurs, elle a joué tout au long de l'histoire de la radio. Je ne parlerai pas des radios locales privées, mais mon dernier exemple, ce sera les podcasts, où on voit que, bien sûr, il y a une constitution, enfin, les grandes radios, des grands acteurs de la communication se sont saisis du podcast, mais on a vu aussi se développer toute une production amateur, qui parfois se structure et devient plus professionnelle, mais toute une production amateur où on voit que la radio a encore la capacité à susciter des envies de communiquer, de transformer les modèles, d'établir d'autres formes de liens sociaux, etc., etc. Voilà. Et du coup, j'ai pas parlé de... Oui, juste il n'y est pas, mais la radio qui sert dans l'invitation, c'est quand même de la récupération. Je ne l'ai pas vu en vrai, j'aurais bien voulu, mais c'est quand même de la récupération et c'est intéressant parce que c'est une boîte qui vient d'un appareil de télégraphie qui a été récupéré par l'armée pour installer un poste sans doute à Galène, mais ça, je ne suis pas sûre à 100%, à Galène, qui devait servir sur le champ de bataille. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une question, je vais commencer, je garde le micro 30 secondes. Vous avez, lors de la présentation, que j'ai trouvée passionnante, vous êtes passé de TSF à radio. Et j'aurais voulu avoir quelques éclairages sémantiques sur... j'ai compris la date à peu près, c'est donc entre les deux guerres. Mais qu'est-ce qui provoque ce changement et pourquoi ? Enfin, en fait, quasiment tout le temps, il y a les deux termes, parce que les radiocommunications, ça va exister. Et c'est intéressant que la télégraphie sans fil soit restée. Dans les années 60, on avait encore des gens qui parlaient de la TSF. Et donc, ça venait de cette idée que ça allait se substituer à la télégraphie, que c'était la continuité du télégraphe, pas de chape, mais du télégraphe électrique. Et donc, on voit coexister les deux termes pendant longtemps. Et puis, progressivement, on va se mettre à parler des stations de radioélectricité, de radiocommunication, etc. Le terme TSF paraissant renvoyer à une réalité qui ne correspondait plus. Donc, très vite, mais c'est une bonne question, très vite vont coexister les deux termes. Mais avec cet attachement au terme de télégraphie sans fil dont on ne savait plus le nom, d'ailleurs on disait la TSF, on voit dans les journaux évoquer la TSF, etc. On ne fait même plus écho à la télégraphie. Oui, bonsoir, merci pour votre conférence.
J'ai cru qu'à un moment donné que vous alliez parler de George Orwell qui avait fait une émission à la radio et qui avait déplacé, je ne sais plus, 50 000 personnes qui pensaient qu'il arrivait des aliens. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Donc, Oui, mais alors vous voyez, mon Germiné, c'est 20 ans avant Orwell. Donc, mais c'est un peu le même principe, hein, parce que on a Maremoto, ça, alors après, ça provoque une petite émotion. Mais c'est exactement le même principe d'une catastrophe dont on ne saurait pas qu'elle est factice. On a beaucoup exagéré les réactions autour de l'émission d'Orwell qui ont été bien moins graves parce que il y a des moments où, enfin, il y a des choses qu'on lit où on a l'impression qu'il y a eu des émeutes. Non, voilà, ça s'est pas passé comme ça. Mais c'est exactement le même principe, sauf que Germiné, c'est 20 ans plus tôt. J'ai retrouvé. Où placez-vous les cibistes? Eh ben, les cibistes, c'est ça, c'est la continuité complète. Vous avez raison, c'est exactement les clubs de radio amateurs. Mais alors, j'ai regardé aujourd'hui pour la conférence, il y a vraiment encore dans plein d'endroits des clubs de radio amateurs. Donc, ils continuent. Alors, ils font de la formation, ils forment des gens aux techniques informatiques, etc. Ils diffusent à distance, ils donnent un brevet. Il y a un championnat de France alors ça s'appelle plus les sans-filistes, des radioclubs, non, c'est plus le nom, enfin, etc. Donc, il y a encore, alors, c'est pas complètement résiduel, parce que quand vous voyez le nombre qu'ils sont, il y a quand même encore vraiment, et les cibistes, c'est exactement la même idée. Et les camionneurs utilisent ça. Les camionneurs utilisent ça pour se communiquer entre eux. J'ai pas entendu. Les camionneurs, Oui, les cibistes, c'était dans les camions, mais c'est le même principe, c'est la communication. C'est les ondes courtes. C'est les ondes courtes. Ils ont été cantonnés assez tôt. On les a cantonnés sur les ondes courtes. Plus, on leur a interdit de parler. Hein, c'est quand même des signaux, etc. Donc, alors, les cibistes, tu parlais. Hein, mais les sans-filistes, enfin, les radioclubs. Et j'étais très surprise de voir qu'il y avait encore un championnat de France, des radiocommunications, etc. Donc, ça continue. Alors, il faudrait enquêter, enfin ça c'est amusant. Ouais. Avez-vous construit vous-même une radio? Non, et je le regrette. Oui. Mais oui, je vous assure, il y a des jouets, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des jouets où voilà. Et puis, il y a encore plein de... Vous regardez sur Internet, il y a plein de sites, on vous apprend à fabriquer une radio. Vous avez raison, il faudra, dès que j'aurai le temps, je vais m'y livrer. Vous avez parlé de la radio numérique terrestre, de la DAB. Est-ce que vous avez un peu exploré la question de la disparition de la radio hertzienne, parce que vous avez parlé de toutes les origines de l'apparition, et en fait, il est question de faire un remplacement progressif de toutes les fréquences analogiques par du numérique. Et vous êtes capable de nous éclairer sur le sujet ou pas? Peut-être parce que par attachement aux ondes hertziennes. Non, j'avais travaillé sur le DAB, mais au moment où il y a longtemps, hein, non, j'ai pas travaillé sur la disparition des ondes hertziennes. Bon, on a eu la disparition des longues ondes. Hein, maintenant, il y a plus d'émissions en ondes longues. Les postes se sont adaptés et on a vu d'abord la modulation de fréquence prendre le dessus, et puis désormais les postes. Je pense que c'est transparent pour l'utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur ne sait plus vraiment s'il est sur Oui, c'est opaque, vous avez raison. Mais disons, il a quasiment pas besoin de savoir. C'est ce qu'on appelle mis en boîte noire, donc vous avez raison, c'est exactement le contraire de la transparence. Le mot était mal choisi. C'est mis en boîte noire, et donc maintenant, que ça passe par DAB, par Bluetooth, par machin, ça devient... Justement, la dimension du DAB, on dirait même que ça veut restreindre l'accès à cette façon de communiquer. C'est-à-dire que c'est en coupant on coupe les ondes courtes, etc. Ouais.
En même temps, il y a de multiples façons d'émettre sur n'importe quel site. Maintenant, vous pouvez créer une émission sonore. Donc, il y a une multiplication des possibilités de fabriquer. Oui, le web. Oui, certes. Oui, absolument. Vous avez raison. Indéniablement. Et ça peut poser des problèmes de coupure. On le voit dans les pays pas très démocratiques, etc. Indéniablement. Oui, merci. J'avais une question qui rejoignait celle de monsieur. Je trouve qu'on est dans une société de plus en plus fragile parce que tous nos engins textuels et audio dépendent de l'énergie. Et dans le contexte géopolitique et même de cyber-insécurité, ce que vous disiez au début sur les postes à galène que je ne connais pas vraiment, mais moi, quand j'ai commencé à travailler, on avait des plans de crise où si le réseau était interrompu, on avait toute une série de procédures, jour et nuit, pour rétablir les réseaux. Et aujourd'hui, notre sécurité, en fait, me semble inférieure à ce qu'elle était il y a 20 ans. Est-ce qu'on a des plans de crise au niveau national ou au niveau des régions qui envisageraient des communications avec des postes justement qui nécessitent très peu d'énergie et qui seraient utilisables pour diffuser des messages à la population, c'est-à-dire ici Londres, les Français parlent au français. Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui dans le cadre des services de sécurité civile, des SDIS par exemple, en cas de crise nationale majeure pour des raisons géopolitiques ou techniques, de panne, d'absence de nucléaire ou de trop de nucléaire? Alors c'est pas ma spécialité, mais vous avez raison d'insister sur la fragilité des réseaux, et on le voit quand il y a des cyberattaques. Il y en a eu des spectaculaires contre des hôpitaux. On voit à quel point le fonctionnement de nos institutions sur tous leurs aspects sont dépendants de la solidité des réseaux, et que celles-ci peuvent relativement facilement, semble-t-il, être compromises. Alors, il y a des systèmes de haut-parleurs, de choses comme ça dans les villes. Je m'en souviens, on en avait parlé quand je travaillais avec le CSA. Maintenant, est-ce qu'on peut demain joindre toute la population française au cas où on n'ait plus d'électricité? Je pense que ça serait extrêmement compliqué, parce que même les haut-parleurs, ils fonctionnent à l'électricité. Donc, on est totalement dépendant de notre approvisionnement maintenant en électricité et dans les réseaux Internet. Alors bon, oui, il y a des tas de... Non, il n'y a pas d'électricité dans la poste à galène. Eh bien, en fait, c'est les ondes qui sont captées qui suffisent, l'énergie des ondes captées suffit à... C'est un système minimal, voilà. Non mais oui, il fallait préciser quand même que s'il y avait, on pouvait avec un poste à galène et des écouteurs évidemment recevoir on pouvait pas émettre. L'émission avait une puissance d'émission assez conséquente quand même. Oui. Il n'y a pas de mystère. Et c'est vrai que je crois que moi j'ai fabriqué des postes à galène, effectivement, avec des morceaux de galène que j'ai trouvés dans les mines de plomb dans les Alpes, comme ça, et j'ai bricolé. Et ça marche très bien, mais à condition de ne pas être très loin d'un émetteur à Paris. Il y a ce qu'il faut. Il y avait des postes, des émetteurs petites ondes à Romainville. Il y avait et puis les grandes ondes aussi. Bon, ça dans le centre de la France. Bon, et c'est effectivement aujourd'hui la radio, on la capte, mais localement, puisqu'on la capte par la FM ou par le DAB, mais on capte à relativement faible distance. Et puis en plus, comme il y a beaucoup d'émetteurs, c'est vite brouillé si on va très loin. Donc maintenant, c'est l'Internet qui a tout remplacé, que ça soit dans le monde entier. Donc si vous voulez avoir la radio française, vous êtes au sud du Sahara, eh bien c'est Internet qui va vous le fournir. Contrairement à ce qu'on avait il y a quelques années encore, avec les grandes ondes, où on pouvait capter France Inter au sud, dans le Sahel ou au Canada directement.
Oui, ça bien sûr. n'existe Oui. plus. Et Ça puis les n'existe ondes plus. courtes, alors il y Et en donc, a... c'est dépendant de du réseau Internet et qui peut être bloqué localement, etc. Oui, oui. Non, parce que justement, les émetteurs sont... Alors, à Louis, par exemple, France Inter, Existe toujours. désactivé. Enfin, Oui, il est désactivé, mais... Oui. Non, mais... Vous aviez vous avez un qui est pas très loin de Paris, c'est Beaulieu-Saint-Assise. Vous avez des grandes antennes, vous voyez encore, ces grandes antennes qui servaient à transmettre les ordres aux sous-marins en plongée, ne servent même plus pour ça. Et il sert uniquement à la synchronisation de l'heure sur un périmètre, enfin une bonne partie de la planète. Mais donc il n'y a plus d'émetteurs. Et puis on n'aurait plus les récepteurs. Progressivement, les récepteurs, oui, bah, vous en avez peut-être encore, aussi. mais les récepteurs qu'on achète aujourd'hui ne permettent plus de capter les ondes longues. On peut les fabriquer, c'est pas trop, on peut les fabriquer pas trop difficilement. Mais enfin, bon. Oui, mais enfin... Bon, maintenant, plus grand monde sait fabriquer aussi. On achète des choses toutes faites. Donc... Non, je vous assure, j'ai encore vu des tas de sites où on vous explique comment fabriquer un poste. Oui, c'est... Mais bon... Juste une petite remarque, une dernière remarque. Effectivement, ce qu'a les réseaux d'amateurs, là, à un temps, moi, je connaissais pas... J'étais pas né depuis, donc je ne pouvais pas connaître. Mais ce qui a fait le but des amateurs, c'était avec peu de moyens, avec des signaux extrêmement faibles, d'arriver à capter la Terre entière quasiment sur les ondes courtes. Et puis on utilisait bien sûr les ondes courtes parce que c'est la taille de l'antenne qui importe. Et on ne peut pas avoir des grandes antennes chez soi, dans son pavillon. Ça ne peut pas. Donc, c'est d'avoir avec des ondes, avec des antennes raisonnables, de pouvoir capter presque le monde entier, quoi, je veux dire. Ouais. Ça, c'était quand même miraculeux. Oui, donc il y a des tas de plans de montage très amusants pour montrer comment vous pouvez agrandir votre antenne, la mettre sur le pavillon, mettre un mât un peu plus loin, etc. Voilà, pour essayer d'améliorer. Ben oui, moi j'ai utilisé des clôtures électriques dans les prés comme antenne grande onde. C'est pas très haut. Comme antenne grande onde. C'est pas terrible, mais ça permettait de pouvoir faire une émission pirate avec avec un fil très très long, enfin un fil électrique très très long. Voilà, bon, on s'amuse comme on peut. C'est les satellites. C'est les satellites parce que les ondes, un certain nombre d'ondes peuvent pénétrer à quelques mètres sous la mer. Épaisseur de d'eau, pas très profond. Donc ils ne sont pas obligés de remonter en surface. Et effectivement, c'est des signaux cryptés. Les très grandes. Enfin, c'était même des fréquences plus basses que France Inter, que nos grandes ondes. Voilà. Sauf qu'ils ne peuvent pas émettre parce que sinon ils sont repérés par... Non, mais recevoir... Ils peuvent recevoir, mais voilà. S'ils émettent, c'est dangereux. Émettre, on est repéré parce que maintenant il y a tellement de satellites. Ben oui, il y a des satellites partout. Oui, madame. Merci. Quand est-ce que les postes à galène ont été supplantés par les postes à lampe? Et après ça, les postes à lampe par les transistors? Les postes à galène continuent à exister puisque je vous dis, il y en a encore. J'ai vu après la Deuxième Guerre mondiale, il y a encore des gens qui continuent à avoir des postes à galène. Les postes à lampe, ils existent en même temps, ils se diffusent en même temps que les postes à galène. C'est deux types de radios qui existent de façon en même temps, simultanée. Sauf que très vite quand même, le poste à lampe va prendre le dessus parce que pour le poste à galène, d'abord, il faut un casque. Et donc, vous écoutez tout seul, en fait. C'est une écoute individualisée. Donc, pour avoir une écoute à plusieurs, il faut un cornet, comment on appelle ça? Aidez-moi.
un pavillon, enfin, il faut un amplificateur, quoi. Et donc ça, c'est les postes à lampe. Et on commence à avoir des postes à lampe dès les lendemains de la Première Guerre mondiale. Et puis, progressivement, les postes à lampe vont s'imposer. Mais on continuera à avoir de la galène, parce que la galène, c'est pas cher, parce que la galène, on peut la fabriquer, parce que la galène, c'est amusant, parce que la galène, etc. Donc, on continuera à en avoir, mais le poste à lampe va prendre... et puis, parce que la galène, non seulement coûte pas cher, mais la redevance n'est pas chère non plus, etc. Donc, les gens qui peuvent pas payer la redevance ont intérêt à avoir un poste à galène. Il y a une redevance, mais très faible, etc., etc. Et alors, le transistor, c'est après... Oui, c'est dans les années 50. Ouais. Mais il y a des postes mobiles bien avant, c'est-à-dire les postes dans les voitures, il y en a dans les années 30. On n'attend pas, donc on a des postes... et puis on a des postes beaucoup plus petits, c'est-à-dire qu'on a l'impression que... Alors le transistor est particulièrement petit, mais on a des postes de petite taille. Déjà, dans les années 30, il y a des postes pas très imposants, même voilà. Et donc, coexistent plein de formats de récepteurs. Il y a les beaux récepteurs de salon pour les gens fortunés, qui sont vraiment des pièces de marqueterie qu'on fait trôner au milieu du salon, etc. Puis il y a des postes plus modestes. Et alors, la spécificité d'après les années 60, c'est la démultiplication des postes de TSF, de radio, pardon. Là, on parle plus de TSF. Avec, vous savez, on avait ce qu'on appelait pas à l'époque des goodies, mais on vous donnait un poste de radio, comme on vous aurait donné, je sais pas quoi, un petit cadeau. Donc ça pouvait être dans des objets publicitaires, puis il y avait, donc on avait des objets qui valaient 3 sous, et puis des postes récepteurs de radio qui, au contraire, avaient la qualité vraiment de très haute qualité sonore, etc. Donc en fait, il y a une très grande plasticité des récepteurs de radio tout au long de l'histoire de la radio, qui font que c'est un peu aujourd'hui on a une multiplicité de supports sur lesquels on va sur Internet, sur le web, machin, etc. La radio, elle avait déjà cette plasticité où on l'écoutait dans la voiture, donc sur un poste moyen. On rentrait chez soi, on entendait un concert dans une belle chaîne. Et puis après, on avait aussi un radio-réveil dont la qualité sonore était médiocre. Je me rappelle que dans les années 90, les gens avaient, dans l'enquête, non, c'est 95, je crois, dans la grande enquête sur les pratiques culturelles des Français, qui est menée par le ministère de la Culture, ils avaient compté que les gens avaient chacun 10 objets sur lesquels ils pouvaient recevoir la radio, par foyer, pas par personne. Mais vous voyez, donc il y avait une multiplicité des dispositifs par lesquels on pouvait écouter la radio qui était énorme. Les radios dans les voitures avant le transistor, c'était quelle technologie? Alors c'est avant. Oui. Non. Sur l'apparition. Il y avait une grosse antenne. Le premier problème pour avoir il fallait de l'amplification. Oui, bah oui. Or l'amplification, elle passe par les lampes, par l'invention, ce qu'on appelle la triode, qui est d'un monsieur qui s'appelle Lee de Forest, en 1906. Et donc qui a permis de développer, d'amplifier un signal électrique. Avant, on ne savait pas faire. Oui. Donc, ça a servi pour la radio et pour plein d'autres choses, pour amplifier un signal électrique. Et donc, ça date de... Oui, mais je n'ai pas vu beaucoup d'exemples de postes de voiture avant la fin des années 20. Parce qu'il fallait faire pour faire marcher ces lampes, il faut mettre la haute tension, plusieurs centaines de volts, il faut plein de choses. C'est très consommateur dans l'énergie, donc effectivement, c'était réservé à l'armée, c'était réservé à des cas particuliers, mais pas pour des cas, sauf pour les particuliers. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres informations ou questions? Écoutez, s'il n'y en a plus, merci encore. Merci à vous. Merci messieurs, dames, pour vos questions très passionnantes.